Merci Jean-Jacques. Je vais enchaîner sur les banalités à mon tour. Bon, c'est une très très grande joie évidemment d'être ici, dans ce musée absolument magnifique. Rien de tout cela n'aurait été possible sans notre hôte, qui absolument, non, non, mais faut insister sur ce point. Et donc voilà, merci à toi pour ta confiance, pour ta générosité. Et ton ouverture d'esprit, si, si, je le dis, je le dis. Et merci aussi à toute l'équipe qui a travaillé à tes côtés, Marie-Cécile, Catherine, qui n'est pas là ce matin, mais qui sera là tout à l'heure, Catherine Cretin, et puis donc l'ensemble des gens qui ont travaillé à nos côtés à l'organisation de cette rencontre, dont la thématique est un petit peu, disons, iconoclaste, mais voilà, ça va être l'occasion de discuter ensemble. On a conçu ces 3 jours vraiment comme un atelier, donc il y a des intervenants très officiels qui vont s'exprimer, mais bien entendu, tout le monde est invité à prendre la parole et à s'exprimer sur le sujet. Euh, alors je voudrais aussi remercier, je vais faire court, mais je voudrais aussi remercier parmi les gens à remercier mon camarade Christophe Darmanja qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de tout ça, de cet événement. Il est notamment l'auteur de ce dessin, donc je tenais à le dénoncer rapidement. Et puis surtout, il a assuré toute la logistique pendant toute cette année pour la préparation de ce colloque. Et vraiment, je tiens à le remercier pour son efficacité et sa disponibilité. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit en termes de platitude. On va rentrer dans le vif du sujet. Si ça ne vous embête pas, je vais prendre mes notes. C'est vraiment un atelier parce que j'ai oublié de prendre mes notes. Bien, alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour les 2 jours à venir est une question qui est évidemment une question archéologique, mais c'est aussi une question qui concerne l'histoire et même plus généralement la philosophie politique. C'est la question de savoir si, effectivement, dès le Paléolithique supérieur, peut-être même avant, mais enfin en tout cas là pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dès le Paléolithique supérieur, il n'a pas existé des sociétés fondamentalement structurées de manière plus hiérarchisée qu'on ne l'a imaginé jusqu'à présent. Il faut dire, mais évidemment vous le savez tous, que au fond l'idée de chasseurs-cueilleurs inégalitaires, même si elle revient depuis quelques années, est une idée, donc, comme je le disais, assez inhabituelle, puisque finalement a prévalu pendant des années et des années le sentiment, puisque de toute façon la démonstration reste évidemment très difficile à établir, mais le sentiment que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient globalement des sociétés très égalitaires. Et on peut dire que ce modèle, donc, qui prévaut encore largement aujourd'hui dans la discipline, repose sur deux arguments principaux. Bon, d'une part, l'existence avérée d'organisations sociales, de formes sociales à caractère égalitaire, même si on peut discuter de ce que c'est que l'égalité absolue dans ce type de société. Mais enfin bon, en tout cas des sociétés dans lesquelles les notions de propriété, d'appartenance semblent très très faibles. À l'instar, par exemple, des aborigènes australiens, qui est un exemple souvent pris comme modèle dans notre discipline. Et puis, donc ça c'est une première chose, et puis un discours ou un modèle plus général et qui prolonge ce premier argument, qui est au fond l'idée qu'avait déjà évoqué Child à l'époque, c'est-à-dire le fait que
au fond, les inégalités structurelles, sociales. Hein. Quand on parle d'inégalités, on parle bien évidemment pas simplement d'inégalités politiques, la loi du plus fort, mais on parle réellement d'inégalités socio-économiques, hein, d'accès différencié aux richesses et aux ressources. Et selon le modèle donc, établi par Child, au fond, les inégalités seraient apparues, seraient même la conséquence de la production, c'est-à-dire du passage à la productivité, l'invention de l'agriculture et de l'élevage, et c'est la production de surplus qui aurait conduit à une forme de privatisation des ressources, de la terre, et à une captation par des minorités, provoquant ainsi donc des accès tout à fait différenciés à ces mêmes ressources. Donc ça, c'est, je dirais, le discours qui, aujourd'hui encore, continue d'être la règle. Et je pense qu'au cours de ces discussions, évidemment, beaucoup partageront ce point de vue. Alors il est vrai aussi que depuis quelques années, on entend de manière récurrente des voix un peu dissonantes, pas forcément toujours sur des démonstrations très établies, mais en tout cas comme un sentiment, un parfum peut-être, de quelque chose qui serait différent et qui serait caractérisé donc par des structures sociales beaucoup plus inégalitaires. Je ne vais pas faire l'historique de ces voies-là, mais en gros, on voit dans la littérature qu'à partir des années 70, en particulier chez les auteurs anglo-saxons, je pense notamment à Barbara Bender, apparaissent des propositions ou des formulations qui amènent à penser que les sociétés du paléolithique supérieur européen étaient déjà structurées de manière inégalitaire. Et puis, je dirais que le tournant, si tant est qu'on puisse vraiment parler d'un tournant, mais sans doute le fait le plus marquant dans cette mouvance, dans cette tendance, c'est le livre qu'a publié Brian Hayden, dans lequel, il s'empare véritablement du sujet et il affirme que les sociétés du paléolithique supérieur, sur la base de différents témoignages, différents indices, étaient donc des sociétés hiérarchisées. Plus récemment, Luc Moreau, qui se trouve être dans la salle, a organisé, donc il y a un an, hein, si je ne m'abuse, un an et demi, ouais, bon, un colloque à Cambridge tout à fait intéressant, d'ailleurs qui a été pour nous aussi une source d'inspiration, dans lequel, dont la thématique de départ était la question de savoir s'il existait des inégalités socio-économiques avant l'invention de l'agriculture. Donc je dirais qu'il y a une sorte de tendance générale qui ne signifie évidemment pas que la chose soit démontrée, mais en tout cas qui montre bien qu'il y a un questionnement assez important autour de cette question. Et il se trouve que moi-même, j'ai été amené à formuler une hypothèse convergente il y a un an ou deux ans, en me fondant sur un témoignage, enfin sur un matériau un petit peu différent de celui de mes prédécesseurs, puisque ce matériau, c'était l'image et ce que l'image ou les images peuvent dire au fond des structures sociales dont elles sont le produit. Or, ces images du paléolithique supérieur, elles ont une caractéristique très forte que tout le monde connaît bien et peut repérer au premier coup d'œil, qui est justement le fait qu'elles sont caractérisées donc par un désir d'imitation, un goût de la ressemblance qui est tout à fait frappant. Je ne veux pas détailler ces images, mais enfin là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On voit bien à quel point la question mimétique est une question importante pour ces gens-là. Et ce fait m'a paru significatif. D'abord par sa durée, puisque on voit bien avec Chauvet que la question de l'imitation débute dès les origines connues de l'art figuratif et
va se prolonger sous des formes qui peuvent varier, mais va se prolonger de manière très importante pendant donc les 25 millénaires qui suivent. Alors pour un historien de l'art ou pour quelqu'un qui s'intéresse de près à l'histoire de l'art, la question de l'imitation n'est pas du tout une question innocente ou simplement un phénomène, je dirais, purement comme ça, technique, de virtuosité. Le naturalisme comme mode d'expression est quelque chose, quand on regarde l'histoire, et en particulier donc l'histoire de l'art, est quelque chose qui est très spécifique, précisément, des sociétés. Encore une fois, je suis obligé de parler, de simplifier un peu, mais enfin, des sociétés globalement hiérarchisées. Pourquoi ? Parce que, globalement, on peut dire que, au fond, l'imitation, alors ça va peut-être vous sembler un petit peu vague ou abstrait, mais l'imitation a quelque chose, c'est une manière, au fond, de se mettre au même niveau que la nature. C'est-à-dire que, pour des artistes ou pour des commanditaires éventuels, être capable de reproduire aussi fidèlement la nature, c'est au fond être au même niveau que la nature, ou voire même supérieur à la nature. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport d'appropriation de la nature qui se manifeste dans ce goût de la ressemblance. Et donc, c'est en ça que cette capacité à imiter, cette capacité à reproduire aussi fidèlement le réel, a quelque chose donc de très ostentatoire, de très prestigieux, et c'est en ça donc qu'il a été particulièrement privilégié par des sociétés, par des élites plus exactement, par des minorités dominantes qui ont choisi ce mode d'expression. Alors ça ne veut pas dire évidemment que toutes les sociétés hiérarchisées s'expriment par le naturalisme artistique, mais en revanche, ça pourrait vouloir dire, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, qu'il n'existe pas de société, il n'existe pas d'art naturaliste qui ne procède, qui ne soit né, si vous voulez, de structures sociales déjà très hiérarchisées. Et je dirais qu'à ça, il y a une cause presque mécanique, qui est au fond que la question de l'imitation passe aussi par la question de l'apprentissage et la question donc de la capacité à reproduire et à maîtriser un savoir qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Si on s'arrête un petit peu sur ces deux images, qui sont très très spectaculaires, l'imitation, comme vous le voyez ici, et c'est, je pense, ce qui fait toute la singularité de l'art paléolithique, ce n'est pas simplement un trait maîtrisé, des proportions, c'est beaucoup plus que ça. C'est au fond la volonté extrêmement forte d'aller jusqu'à représenter les sujets dans leurs trois dimensions. Et pour arriver à ce résultat, ça implique des moyens techniques, mais aussi, je dirais, des solutions conceptuelles extrêmement compliquées, extrêmement complexes, qui me semblent tout à fait inaccessibles ou à peine envisageables sans passer par une forme d'apprentissage, d'enseignement très actif et de longue durée pour pouvoir atteindre des résultats comme ça, c'est-à-dire par exemple, pour pouvoir être capable d'exprimer des effets de modelé comme on le voit à Chauvet par l'estompe, ou aussi bien si vous pouvez voir ici, j'avais le petit pointeur, mais je ne sais pas où il est parti. On voit très bien sur c'est intéressant de s'arrêter un petit peu dessus. Si vous regardez le cheval de Nio, vous voyez très bien que ce qui sert de pelage, ce sont des stries qui sont soigneusement orientées, et que cette orientation crée en même temps du modelé sur le corps du sujet, de l'étalon, et qu'en même temps, vous avez des différences d'intensité dans le traitement du remplissage, des zones plus sombres, qui là aussi concourent à créer du modelé. Ce que je veux dire, c'est que cette intention-là, ce désir-là de fidélité à l'observation, a quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'est non seulement pas évident, mais qui, comme je le disais en préambule, témoigne, à mon avis, de préoccupations, je parlais de prestige, de préoccupations d'ordre quasi politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une condition
à représenter fidèlement la nature pour créer du rituel, pour créer du sacré, et qu'on a là quelque chose d'excessivement spécifique au paléolithique supérieur, et que cette spécificité pose question. Quand on regarde, évidemment je ne prétends pas du tout rassembler l'ensemble des expressions qu'on peut trouver dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou dans des sociétés sédentaires, mais enfin, en gros, on voit très bien que d'une manière générale, cet art se caractérise au contraire par des formes très abstraites, imaginaires, très symboliques, hein, en fait, pour le dire simplement. Et je dirais que ça s'explique d'autant mieux que ce symbolisme est en fait directement lié au fait que ces images n'ont pas pour fonction de représenter le monde, elles ont pour fonction, sans doute, d'établir un dialogue avec le surnaturel. Donc leur caractère foncièrement abstrait ou symbolique n'est pas surprenant. Et c'est ça justement qui pose d'autant plus question. Non pas que je pense que l'art pariétal n'ait rien à voir avec le sacré, loin s'en faut, mais je pense que s'ajoute à cette dimension de rituel et de sacré, par la question, par le désir naturalisme, si vous voulez, une valeur ajoutée ou une intention qui est plus d'ordre, je dirais, politique. Alors c'est cette question-là que j'ai essayé d'approfondir un petit peu, en me disant, au fond, alors est-ce que sur la base des images, est-ce qu'on pourrait imaginer que le modèle sur lequel on se base quand on essaye de penser un peu les formes de vie sociale au paléolithique, est-ce que ce modèle, au fond, est valide, ou est-ce que les choses, donc, n'étaient pas plus complexes que ce que l'on imagine habituellement? Alors, juste ici, un ou deux exemples pour vous aussi, pour préciser un point important, parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on m'a souligné, qui était de dire, mais au fond, cette question du naturalisme, cet intérêt, bon, toi tu le vois comme ça parce que c'est ta culture occidentale qui le voit, mais au fond, c'est pas forcément quelque chose de général. Mais il faut savoir que le naturalisme, ou le réalisme, hein, pour le dire entre nous, peut-être de manière un peu plus explicite, même si les deux termes sont un peu impropres, n'est pas une spécificité. Évidemment, si, c'est une forme qui est très privilégiée en Occident, mais ce n'est pas exclusivement occidental, et on a aussi des expressions artistiques extra-européennes qui se sont caractérisées par un très fort naturalisme. Et ces expressions provenaient systématiquement de sociétés donc, inégalitaires ou à caractère hiérarchisé. Ici, vous avez un exemple donc, de statuaire qui vient d'Ifé, au Nigeria, donc des royaumes d'Ifé. Ici, on a un exemple donc, de portrait qui vient du Nouvel Empire en Égypte. À droite, on a des peintures qui viennent de Chine au Xe siècle. Donc, vous voyez que la question du basculement de la stylisation ou de l'abstraction au naturalisme est quelque chose qui a pu, à certains moments, toucher les sociétés, mais qui ne sont pas exclusivement, encore une fois, des sociétés européennes ou occidentales. Je devais faire cette petite aparté un peu plus tôt, mais voilà, elle arrive maintenant. Alors, pour reprendre mon propos, la question donc, que je me suis posée était de me dire, mais au fond, donc, y a-t-il ou pas, est-ce que au fond, l'art, ou ce que l'art me chuchote à l'oreille, est-ce que au fond, les données archéologiques sont aussi valides qu'on le pense? Et je dirais que ma première surprise, parce que j'étais assez ignorant en fait de ces questions-là, ma première surprise a été de retrouver dans mes cours, donc il y a très longtemps, de retrouver des archives de textes, notamment donc d'ethnologie, notamment les travaux d'Alain Testard, dans lesquels déjà, donc dans les années 80, il mettait en avant le fait que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'étaient pas systématiquement des sociétés égalitaires. Et Alain Testard, que vous connaissez évidemment tous, avait donc mis en évidence le fait que dans des contextes écologiques particuliers, des peuples ont pu être amenés à stocker des ressources dans des quantités très importantes, et qu'au fond, le stockage de ressources sauvages a conduit au développement
d'inégalités socio-économiques tout à fait comparables à celles que l'on peut rencontrer dans les sociétés agraires. Et je dirais l'axiome, l'idée de Testard était, il allait même plus loin encore, puisqu'en fait il montrait que les conditions du stockage étaient donc liées au fait que, au fond, l'alternance qu'il pouvait y avoir dans des régions du monde, dans des régions du globe, à régime saisonnier marqué, c'est-à-dire l'alternance entre, d'un côté, ressources saisonnières très abondantes, mais saisonnières, donc susceptibles de disparaître. Donc c'est cette alternance entre abondance de ressources et pénurie hivernale qui pouvait inciter des groupes de chasseurs-cueilleurs à se sédentariser, à thésauriser des ressources et à développer des systèmes déjà très inégalitaires. Et dans cette carte, qui évidemment date un peu, mais c'est pour ça que je l'ai choisie, on voit très bien que la répartition spatiale de ces chasseurs-cueilleurs stockeurs se situe très majoritairement dans l'hémisphère nord, précisément puisqu'on a affaire dans ces régions-là à des régimes saisonniers marqués. Alors, je ne doute pas qu'on discute, encore une fois, de la pertinence, de la validité même de cette carte et de ces postulats. Mais enfin, je dirais, pour moi, ça a été en tout cas le signe, l'ouverture possible que, au fond, les indices qui étaient transmis strictement par les images, au fond, semblaient pouvoir trouver une correspondance dans les travaux de Testard, qui mettaient donc en évidence ces peuples de chasseurs-cueilleurs stockeurs et inégalitaires. Alors l'exemple, là je ne vais pas m'attarder puisqu'on va en parler beaucoup plus et de manière bien plus précise que je ne peux le faire cet après-midi, mais l'exemple, un des exemples d'ailleurs, c'est pas le seul, mais un des exemples très connus et bien documentés, hein, c'est celui évidemment des Indiens de la côte nord-ouest, où comme vous le savez, donc, ce sont des groupes qui stockaient des saumons dans des quantités absolument phénoménales, qui ont donc capitalisé, privatisé ces ressources, est apparue une forme de noblesse, d'aristocratie, et donc une société extrêmement hiérarchisée, avec des rangs très, très définis, des privilèges transmis de manière héréditaire. Et donc, une société avec tout en haut donc cette noblesse, une catégorie qu'on peut peut-être qualifier de roturiers, et tout en bas de l'échelle sociale, des esclaves. Et cette culture inégalitaire, si je puis dire, a donné lieu, comme on peut le voir sur cette image, à une profusion donc d'objets d'ostentation, d'objets de richesse, qui étaient en même temps évidemment des objets de rituels, mais rituels qui, comme dans tous les cas de sociétés à élite, hein, servaient à légitimer la souveraineté territoriale donc, de la classe dominante. Voilà, donc sur cette base, au fond, je me suis intéressé à essayer de voir si les données archéologiques étaient capables de nous renseigner un peu plus et au fond de voir s'il y avait on n'avait peut-être pas un peu mis de côté des indices parce que aussi on ne cherchait pas particulièrement à les voir, d'autant qu'on était calé, si je puis dire, sur un modèle très différent. Et donc j'ai voulu essayer d'explorer les données archéologiques pour voir s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient renforcer cette hypothèse de société paléolithique inégalitaire. Et donc, parmi les différents points qui m'ont semblé importants et qui sont précisément les points sur lesquels nous allons discuter tout au long de cette table ronde, il m'a semblé d'abord que les conditions même définies par Testard pour le passage au stockage, si je puis dire, étaient potentiellement réunies, hein, puisqu'on évoque dans certaines régions de steppe des biomasses très élevées, beaucoup plus élevées que ce qu'on trouve habituellement dans la toundra actuelle. Et évidemment, en même temps, cette règle de l'alternance saisonnière, du régime saisonnier très, très prononcé, qui aurait pu inciter des groupes à pratiquer le stockage.
Question évidemment centrale du coup, le fait de savoir si on dispose ou non d'indices de stockage ou de sédentarité. Il me semble, et ça sera là aussi l'objet d'une discussion évidemment très importante, qu'il en existe. Le fait qu'on observe malgré tout une forme de coïncidence, même si elle reste évidemment à préciser, hein, mais une forme de coïncidence entre, d'un côté, donc, ces régions de steppe herbeuse, on va dire de l'Europe moyenne, dans lesquelles on estime que la biomasse était élevée, et précisément la localisation de 3 catégories de témoignages qui sont justement des catégories, enfin des témoignages qui sont tout à fait potentiellement des indices, hein, des marqueurs potentiels de cette inégalité, que sont là, évidemment, comme je l'ai expliqué plus tôt, les sépultures et les parures. Enfin, la question évidemment cruciale des sépultures elles-mêmes, leur rareté tout d'abord, qui évidemment interroge. Le fait que certaines d'entre elles, comme vous le savez très bien, sont extrêmement riches, même si elles sont très rares. Le fait qu'on ait des inhumations ou des dépôts humains dans les espaces ornés, qui est au fond quelque chose qui, au gré des découvertes et surtout de la qualité des fouilles d'aujourd'hui, est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Alors, évidemment, il n'est pas question de généraliser ce phénomène à ce stade, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis aussi, évidemment, la présence, je ne l'avais pas cité plus tôt, mais ça renvoie plus précisément, parmi les gens qui ont évoqué la question de l'inégalité sociale, au Paléolithique supérieur, les travaux de Marianne Van Aren et Francesco De Rico, hein, sur le fait, donc là, ce que j'évoque là, c'est-à-dire le fait qu'on ait aussi de très jeunes enfants, et que ce jeune âge, qui peut avoir d'autres explications dont la présence, je veux dire, peut être liée à d'autres facteurs. On a parlé d'affection parentale et même d'autres raisons encore, mais on ne peut pas non plus totalement exclure que ces très jeunes enfants qui n'ont pas pu se singulariser par des actes particuliers aient pu bénéficier donc d'un système de transmission par hérédité. Enfin, dernier point qu'il faudra aborder, mais on en abordera aussi d'autres, je n'en doute pas, la question de la spécialisation par-delà l'art figuratif, et donc la spécialisation qui peut-être se manifeste aussi dans la production de parures et de certains produits lithiques particulièrement élaborés. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu décousu, mais voilà, c'est improvisé. Et je cède immédiatement la parole à Christophe pour évoquer aussi certains points donc, un peu techniques sur la manière dont on va procéder. Ben, écoutez, faute d'arbitre, je propose qu'on ouvre le bal tout de suite s'il y a des premières réactions à ce que vient de dire Emmanuel. On va essayer d'ouvrir la boîte de Pandore, on verra quand est-ce que... Ah, mais c'est un consensus extraordinaire. Je vous en prie. Je suis le malheureux traducteur de cet ouvrage de Brian Hayden, L'homme et l'inégalité, et je ne partage pas du tout les vues qui sont défendues dans cet ouvrage. Je trouve que c'est un assemblage de données disparates et qui montre surtout la mauvaise connaissance qu'il a du paléolithique. Voilà, j'ai fait cet ouvrage non pas parce que je défends ses idées et que je suis d'accord avec l'auteur, mais j'ai traduit ça parce que j'ai rendu service à un collègue qui n'avait pas pu le faire à ce moment-là. Voilà. Vous pensez à quel élément plus particulier, par exemple J'ai plus en tête, mais pour ce qui concerne les exemples qu'il prend dans le paléolithique, ils sont tous plus ou moins tirés par les cheveux quand même. J'ai pas le bouquin sous la main, ça fait 10 ans, je crois, que j'ai fait la traduction, mais... Enfin, juste pour prolonger, puisque... Voilà, ah bah, tu veux parler, Luc ? Moi, je voulais poser une question à Emmanuel. Bon. Enfin, moi, juste ma réaction, je ne suis pas du tout fan de ce qu'écrit Brian Hayden. Je dirais un peu qu'il donne des réponses discutables ou des mauvaises réponses, mais à des bonnes questions quand même. Hein, et que les questions qu'il soulève ne sont pas du tout... voilà, voilà, enfin,
on va en discuter, mais effectivement, je ne suis pas toujours très convaincu, pour dire le moins, d'une façon peut-être un peu, comment dire, leste ou approximative enfin, moi, c'est moins sur les données archéologiques que je ne connais pas forcément très bien, mais que sur les raisonnements qu'il en fait. Voilà. Mais c'est justement pour ça qu'on est là, c'est pour discuter de tout ça et d'essayer de faire la part des choses. Emmanuel, merci pour ta communication. Je voulais savoir si tu conçois l'inégalité au paléolithique supérieur, puisque tu opposais quand même de l'art figuratif aurignacien avec de l'art figuratif magdalénien. Est-ce que, d'après toi, cette inégalité, elle est uniforme, elle a toujours le même degré et elle est continue? Alors là, ça, je peux évidemment pas répondre à ça, hein. Je pense que si on admet que l'art dit quelque chose qui va dans ce sens, l'unité générale de l'art paléo, qui est quand même assez nette, hein, sur toute sa durée, même s'il peut y avoir des variations de thématiques. Il y a aussi des variations, de style qui pourraient justement laisser penser, mais là vraiment on rentre dans quelque chose, je dirais que ça nous fait aller assez loin dans la réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement on a des moments où le naturalisme se dissipe précisément, c'est-à-dire qu'on reste tout à fait dans un art figuratif, les animaux, les espèces animales, mais on voit bien que la question de l'imitation n'est plus une priorité. Je pense que beaucoup peuvent faire ce constat, hein, quand on regarde, on va dire, l'art gravétien ou du gravétien et du solutréen, du début du solutréen, on voit bien qu'il y a quelque chose, d'ailleurs j'en parlerai plus en détail demain, c'est-à-dire qu'on passe dans quelque chose qui est extrêmement stéréotypé et où l'individualisation, la personnalisation des sujets n'a pas l'air du tout d'être une priorité ou une question importante. Alors, ça, est-ce que ça veut dire que là, c'est la fin de l'inégalité? Bon, peut-être, je ne peux pas le dire. Il est vrai que ce moment pourrait aussi correspondre je veux dire que le changement stylistique qu'on voit à ce moment-là, ou l'espèce d'interruption dans cette préoccupation naturaliste qui reste quand même globalement très forte par ailleurs, et coïncide, hein, si on peut le dire, mais semble coïncider quand même un peu aussi avec le dernier maximum glaciaire. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement scénariser quelque chose qui serait que sous l'effet de la crise, si tu veux, il y a une nécessité de... Bon, encore une fois, là, je suis obligé d'aller peut-être sans doute beaucoup trop loin, mais il y aurait peut-être une nécessité de démocratiser un tout petit peu les choses, ce qui se manifesterait par un style plus accessible quelque part. C'est-à-dire moins fondé sur le talent individuel et beaucoup plus sur des stéréotypes enseignés et relativement faciles à répéter. Ouais. J'en profite là de ce petit break pour répondre juste un mot à monsieur le traducteur. Par rapport au travail de Brian, bon oui, j'ai pas fait le même livre, hein, donc enfin, je veux dire que moi ce qui m'intéressait c'était de partir vraiment des images, et je dirais que c'est moi, je travaille par ailleurs sur les images, et d'ailleurs pas tellement sur des questions enfin, je dirais de lien avec le social, c'est plutôt la dimension culturelle, je dirais, qui m'intéresse. Ceci étant, moi j'avais beaucoup apprécié chez Brian Hayden, alors c'est sans doute pas dans son livre, je pense que c'est un article séparé, mais il avait démarré une étude que je trouvais tout à fait intéressante, dans laquelle il semblait montrer qu'il y avait quand même une certaine constante dans la répartition spatiale des figures dans les grottes. C'est-à-dire qu'il montrait que, en gros, plus les figures sont élaborées, et plus elles sont dans des endroits relativement accessibles. Et à contrario, les figures les plus frustes ou les plus simplistes étaient généralement dans des endroits plus difficiles d'accès. Alors évidemment, comme tout principe, on connaît des contre-exemples. C'est vrai, mais il est vrai aussi que dans beaucoup de grottes, et dans beaucoup de grottes très célèbres,
cette scénographie, je dirais, n'est quand même pas complètement absente, et du coup, elle pourrait éventuellement donc résonner avec des préoccupations de type ostentatoire, non seulement par leur réalisme, mais aussi par leur disposition dans l'espace de la grotte. Voilà, c'était juste un... Merci beaucoup Emmanuel pour cette synthèse très audacieuse, et je pense qu'on en a besoin. Bravo de l'avoir accompli, et c'est grâce à ça qu'on peut avoir un débat extrêmement intéressant, je trouve. J'aimerais revenir sur ce qui me semble dans ton raisonnement être un postulat qu'on pourrait remettre en cause et qui me semble avoir son fondement dans notre rapport à nous, à la nature, de notre modernité occidentale, notamment quand tu dis que imiter, c'est se mettre au même niveau que la nature, et que l'imitation aurait de façon sous-jacente un principe d'appropriation de la nature. J'aimerais remettre l'imitation dans une perspective plus générale, le statut de l'imitation dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. L'imitation réaliste, elle existe, elle est omniprésente, l'imitation des animaux. Simplement, elle ne prend pas nécessairement la forme d'images matérialisées. La plus courante, en fait, la plus générale, c'est l'imitation sonore. Et elle est extrêmement réaliste. Elle est fascinante pour les Occidentaux, l'imitation des cris des oiseaux, des animaux, et c'est fondamental dans beaucoup de rituels. Je parlerai tout à l'heure du rituel de la tente sombre qui est fondé là-dessus, en fait, sur la mise en présence d'animaux, d'oiseaux, d'esprits différents par une imitation qui est sonore en général. Alors, elle peut être aussi visuelle, mais plus couramment par la gestuelle. L'imitation gestuelle. Et à nouveau, c'est une imitation très précise, aussi très fascinante pour les Occidentaux, très difficile à faire, dans des danses, et on a l'impression de voir effectivement l'animal, une mise en présence. Et dans aucun de ces cas, on peut dire qu'il y a une volonté de domination sur ces animaux, d'appropriation. Ça serait là une projection ethnocentrique de le dire. Il s'agit plutôt là de rencontre, de mise en présence, voire d'identification avec l'animal, et je trouve que beaucoup des animaux représentés dans les grottes pourraient être le support de ce genre d'interprétation. Bon, à voir. La hiérarchie sociale n'implique pas nécessairement une appropriation de la nature. À nouveau, les exemples de la côte nord-ouest ou de Sibérie, où on peut avoir des sociétés très hiérarchisées avec de l'esclavage, sont tout à fait fondus dans un contexte ontologique animiste, avec peut-être du totémisme, mais en tout cas, on a des mythologies sur la société des saumons qui vivent à la façon des humains, ou les ours qui vivent comme des humains, bref, un contexte tout à fait... Mais juste, je t'interromps 2 secondes, la côte nord-ouest n'est pas caractérisée particulièrement par son naturalisme, par ailleurs. Non. Voilà. Si ce n'est que, d'ailleurs, dans mon souvenir, mais ça tu pourras le confirmer, d'abord, il y a des formes qui sont... Il y a certains masques qui sont quand même assez poussés dans la description, et j'ai le souvenir d'un texte de Boas dans lequel il explique que... alors je ne sais plus exactement chez qui, mais sur la côte nord-ouest sans nul doute, qu'à propos des peintures faciales, et il dit voilà, exactement, et plus le rang est élevé, dit-il, plus la figuration est réaliste. Oui, ce qui ne vaut pas pour les blasons, par exemple. Pas du tout. Oui. Non, mais c'est aussi pour ça que... Sur les supports, absolument, mais... C'est aussi pour ça que je précisais que encore une fois, ça serait évidemment, c'est pas du tout mon propos de faire une équation de dire inégalité égale naturalisme. En revanche, j'ai le sentiment qu'il y a peu de cas de figure, si tu veux, de structure sociale égalitaire et d'un art naturaliste. Oui, il y a une question qui me frappe. Enfin, bon, c'est qu'est-ce qu'on fait comme différence entre inégalité et hiérarchie ? Oui. Donc ça, je crois qu'il faudrait que ce soit éclairci. Je voulais en dire 2 mots, de toute façon, dans l'intervention. Non, mais effectivement, hein, je pense que c'est un classique de ces discussions-là, y compris d'ailleurs, on parlait des éventuelles confusions qu'on trouve chez Haydn, enfin, et chez bien d'autres. Hein, voilà, moi, il me semble qu'il faut faire une différence nette entre des hiérarchies
qu'on pourrait appeler politiques, hein, le droit de commander d'autres, etc., et des inégalités de richesse. Voilà. Alors évidemment, on a assez rarement des hiérarchies politiques sans inégalité de richesse, mais on peut très bien avoir l'une sans l'autre, c'est-à-dire des risques que Testard d'ailleurs avait très bien expliqué en long, large et en travers, avec sa catégorie de plutocratie ostentatoire, en disant il y a des sociétés dans lesquelles il y a des riches et des pauvres, ça donne de fait aux riches un ascendant sur les pauvres, mais ce n'est pas forcément formalisé dans des structures politiques, etc. Donc, alors moi, je tirerais la couverture de la discussion très très clairement sur le côté inégalité de richesse. Voilà, parce que en plus hiérarchie, je veux dire, déjà les inégalités de richesse, je crois que archéologiquement, c'est pas évident à trouver, mais alors la hiérarchie politique archéologique, alors là, je pense que ce serait carrément mission impossible. Mais voilà. J'avais encore 2 questions. Alors, à propos de l'apprentissage, je crois que tu montres très bien, et c'est indubitable désormais qu'on a un métier, comme tu le disais, dans cet art qui implique certainement des écoles, un apprentissage de longue durée, une maîtrise stupéfiante. Mais est-ce que ça implique nécessairement une hiérarchisation sociale? Je ne suis pas sûr. Si on prend dans des tas de sociétés extrêmement égalitaires, tu peux avoir des apprentissages extrêmement longs de chant, par exemple, mettre des années à apprendre des techniques de chasse, tout ce qui est des savoirs écologiques. On peut penser à la fabrication des outils lithiques aussi, après tout. Ça demande un long apprentissage. Est-ce que ça implique nécessairement une hiérarchisation sociale? Je n'ai pas l'impression. Pas nécessairement. Mais je trouve que si tu veux, bon, un tel investissement sur quelque chose qui justement n'a pas de valeur productive, je veux dire que on n'est pas, je parle pas de représenter, je parle d'imiter. Il n'y a pas de valeur productive. Tout le problème, si tu veux, de tout ça, à mes yeux, hein, mais encore une fois, on en discute, c'est pourquoi cet investissement, qui ne va pas du tout de soi, et d'ailleurs, preuve en est qu'on ne le trouve quasiment nulle part ailleurs, chez les chasseurs-cueilleurs, pourquoi cet investissement sur l'imitation, un investissement donc très contraignant, et qui n'a pas de, encore une fois, qui n'a pas de... Devenir un expert en taille de silex quand on fait ça depuis 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va de soi. Mais il n'y a pas de... Je veux dire que c'est dans une discussion qu'on avait déjà eue, c'est dans la continuité d'une... de savoir-faire indispensable, si je puis dire, qui relève de la survie. L'imitation, je ne vois pas l'intérêt, si tu veux, si ce n'est, j'en reviens à mon point de départ, cette dimension politique. Tu prendrais les traditions orales en considération, tu verrais aussi un énorme investissement. Il y a des épopées, il faut plusieurs nuits pour les raconter. L'effort de mémorisation est extraordinaire. Oui, ouais. Je ne le conteste pas, mais je pense que dessiner le cheval de Nio, c'est plus que plusieurs. Je pense que là, encore une fois, si tu veux, il y a quand même quelque chose d'un peu contradictoire entre la contrainte que représente l'aboutissement de ce savoir, encore une fois, les efforts considérables, et précisément le fait que ça ne renvoie pas à une nécessité dans le cadre de sociétés de type égalitaire. Et un dernier point, si je peux me permettre. Dans les possibles cas d'art naturaliste dans une société plutôt égalitaire, tu l'évoques, je crois, dans le livre, l'art pariétal des San. Oui. Tu ne le développes pas beaucoup. Ce serait quand même un contre-exemple, il me semble. Alors moi, je l'ai pris comme un contre-exemple, et puis j'ai découvert des choses qui me laissaient entendre que c'était plutôt, ça avait plutôt tendance à confirmer le postulat. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup plus travaillé. Moi, les données que j'ai pu voir, notamment d'ailleurs à l'occasion du colloque organisé par Luc, c'était plutôt le fait que... Alors, il y a des difficultés de contextualisation de ces peintures, hein, qui sont essentiellement donc, les peintures du Drakensberg, qui sont effectivement très, très belles, très, 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 très poussées, très élaborées. Et on a apparemment, mais là, franchement, je ne veux pas
trop me lancer parce que je maîtrise mal le sujet, mais il semblerait quand même qu'on ait des contextes assez compliqués, néolithiques, d'éleveurs de bétail, avec des traces avérées de festins. Il y a des travaux qui ont été publiés là-dessus qui sembleraient établir un lien entre, et y compris des sépultures avec un mobilier funéraire assez important. Donc ça, c'est à creuser, mais je ne pense pas que ce soit le contre-exemple forcément idéal. Au 8e millénaire, enfin au premier mésolithique, apparaît dans la région parisienne, vers Fontainebleau, un art qui est résolument non figuratif, qui est très important, puisqu'il y a plus de 3000 cavités ornées. Et si je ne m'abuse, à l'époque, la biomasse qui était disponible pour les populations était bien inférieure, n'avait rien à voir avec la biomasse éventuellement disponible, par exemple dans des mers nordiques. Est-ce que cela pourrait être un argument en faveur, effectivement, de la réapparition de sociétés beaucoup moins égalitaires qu'auparavant, à la fin du Paléolithique supérieur? Je ne saurais dire. Bon, ce qui est certain, c'est que là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais la disparition quand même soudaine, même si on voit aujourd'hui ici ou là des petits isolats d'art figuratif qui se sont prolongés, mais enfin, on a quand même une disparition extrêmement rapide de toute une symbolique qui a perduré pendant 25 000 ans. Et c'est vrai que cette disparition soudaine a l'air quand même directement liée à la transformation environnementale. Alors après, par rapport à Fontainebleau, c'est amusant parce qu'il se trouve qu'accessoirement on travaille dessus aussi, mais j'ai pas de... Là, je suis plus réservé là, sur mes interprétations. Mais vous savez qu'il y a aussi de l'art figuratif paléolithique à Fontainebleau. Modeste, mais de grande qualité. À peine. Non, non, je saurais pas répondre. Je vais parler juste avant toi pour pas dire beaucoup de choses. Ce que je saisis pas bien, c'est votre méthodologie. Les questions sont évidemment passionnantes, autrement je serais pas là. Ce que je comprends pas, c'est la manière dont vous raisonnez. Un certain nombre d'exemples, après vous en faites des généralités. On se doute bien que Nio, c'est pas Lascaux, alors que tout ça fait partie de l'art paléolithique. Et puis après vous dites, par exemple, dès qu'on rajoute quelque chose, le mésolithique ne fait pas le même art que le paléolithique, et vous le mettez en concordance avec le réchauffement climatique. Concordance, ça ne veut pas dire explication. Autrement, vous allez dire que l'invention du frigo pendant le réchauffement climatique, on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut absolument avoir des moteurs explicatifs. Ça peut être des moteurs politiques, c'est peut-être ce que vous voulez démontrer, mais il faut montrer les processus qui expliquent les changements. Simplement montrer des différences, ça ne permet pas d'expliquer. Vous nous montrez des différences de richesse entre les sociétés américaines. Oui, il y a plein de différences partout en ce moment dans les sociétés de chasseurs-collecteurs. C'est pas parce qu'on fait des analogies qu'on a des explications. Donc c'est sur les problèmes de méthodologie où je ne saisis pas toujours où vous voulez arriver à nous convaincre de cette hiérarchie sociale. Oh bah, vous convaincre plus ou moins, hein. Moi je formule une hypothèse. Non, si vous voulez, le point... non, mais je vais vous dire très simplement les choses. Moi je pars d'un constat que je fais sur les images, qui me donne un certain nombre d'indications. Voilà, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas reprendre. Et à partir de là, je vois si ces données coïncident avec... non, mais je vous explique. Coïncident avec un éventuel référentiel ethnographique. Bon, il se trouve que ça a l'air de coïncider. Donc je m'intéresse à ce référentiel et je regarde un peu plus loin. Puis après, je regarde les données archéo. Et puis
Je vois s'il y a des choses... Je ne prétends pas du tout faire la démonstration, hein, encore une fois. Je dis juste, les images, à mon sens, posent une vraie question. À cause de cette question, donc, à cause de cette propriété qu'elles ont d'être illusionnistes. Voilà, c'est ça que je dis de point de départ. Après, on est là pour en discuter. Je voudrais juste dire, donc, pas intervenir sur les données archéologiques dont a parlé Jean-Pierre Chadel, on verra ça en tout cas pour moi demain. Juste préciser quelque chose aujourd'hui par rapport justement au raisonnement. Donc, vous dites, je pars d'un constat. Alors justement, on pourrait en discuter. Je ne suis pas spécialiste de l'art pariétal, je le connais un petit peu seulement, du point de vue naturaliste. Alors on pourrait aussi discuter de l'utilisation des mots, naturaliste, réalisme, etc. Mais il me semble que la façon dont vous définissez, en tout cas ce que vous nous montrez de l'art naturaliste, il est probablement prédominant dans l'art pariétal, mais il n'y a pas que ça. D'accord, je connais quand même plusieurs grottes. Tout le monde connaît ici plusieurs grottes. Si on va se promener au Gabillou ou ailleurs, l'art naturaliste, c'est quand même pas ce qui nous frappe le plus. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? On a des reproductions, ou en tout cas on a des figurations qui sont bien moins réalistes que ce que vous nous avez montré tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était l'Australie ou autre chose. Donc ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça existe, c'est minoritaire, dans quel contexte c'est, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut l'inclure éventuellement dans ce schéma-là. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas parce que ça existe. Et ça prend plusieurs formes à travers le temps et surtout bien différent selon les régions de l'art pariétal. Ça aussi, ça me semble important. Et la deuxième chose du point de vue du raisonnement, simplement pour le dire, d'une façon très générale, et c'est pas lié simplement au naturalisme, mais le fait de dire, alors ça pour moi c'est pas un constat non plus, le fait de dire qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans l'histoire, les sociétés qui ont produit de l'art naturaliste, quelle que soit sa forme, sont en majorité, un peu, beaucoup, etc., des sociétés hiérarchisées, ça autorise pas à dire que dès qu'on va trouver un art naturaliste, notamment l'art pariétal, paléolithique, à dire, on peut toujours émettre l'hypothèse, mais je veux dire des hypothèses comme ça, surtout quand on fait de l'anthropologie, on peut en émettre 350, c'est pas le problème. Voilà, donc c'est pas parce qu'elles sont majoritaires aujourd'hui, ou en tout cas, puis on pourrait les prendre une par une pour en discuter, comme on l'a déjà fait avant. Pour moi, c'est pas un argument en soi. C'est-à-dire partir de l'actuel en disant ça existe, la majorité, c'est comme ça. Aujourd'hui, majoritairement, dans tel type de... Déjà, il faudrait se mettre d'accord sur tout ça, mais même, admettons, mais c'est même pas parce que scientifiquement, j'entends, on le ferait, qu'on pourrait dire que ça s'est passé comme ça avant. Donc pour moi, on peut discuter de ça, ça peut toujours servir d'élément de discussion, mais pour moi, le premier élément de discussion, c'est les données archéologiques. Est-ce que je réponds? Non, mais c'est une introduction. Hein. On va parler beaucoup des données archéologiques. Je serais ravi demain de parler de Gabillou avec toi. Et je crois vraiment que l'idée, elle est de partir, encore une fois, moi, ce qui me semble être une donnée qui n'est pas une démonstration, encore une fois, c'est une intuition, un pressentiment, et de voir si les choses s'emboîtent ou pas. Peut-être qu'à l'arrivée, on se dit qu'elles ne s'emboîtent pas. Mais il faut quand même se poser la question. Sinon, on fait du surplace. Moi, je me permets de saluer tout de même la démarche, qui est une démarche au départ d'historien de l'art, et qui permet totalement d'extraire ces figures ou cet art figuratif qu'on a tendance toujours à interpréter dans sa sphère spirituelle, rituelle, et de la repositionner dans l'organisation socio-économique des sociétés. Donc ça, c'est très réussi. Donc je pense que, oui. Sinon, nous n'aurions pas cette discussion. Bonjour. Donc, Bonjour. moi, je suis désolée, j'ai raté un peu le début de votre intervention, mais sur cette réflexion sur les sociétés, sur la question du naturalisme dans l'art, ou voilà, de quelque chose de plus abstrait qu'on retrouve dans l'art paléolithique, moi, je trouve ça personnellement, très fragile d'associer ça immédiatement à de la hiérarchisation ou de la société inégalitaire. Si on prend dans l'histoire de l'art
après, parce qu'on regarde toujours les sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc. Mais si on regarde par exemple De Vinci, qui a, lui, on va dire un art naturaliste, un peu comme les Magdaléniens finalement, quelque part, et Picasso, un art plutôt abstrait, est-ce que ça a un sens de les rattacher dans des sociétés qui, là, pour des sociétés qu'on connaît, ont quelque chose d'assez hiérarchique et inégalitaire finalement, alors que c'est un art très différent. Donc, dans quelle mesure, quand on pense à des sociétés aussi anciennes, on n'a pas ces données de sociétés rattachées, ça a un sens finalement de se projeter sur cet art. Voilà, il y a pu avoir des... Enfin, voilà, moi, je me dis, quand on se rattache à des sociétés dont on a la connaissance voilà, de l'ensemble voilà, plus vaste que ce qu'on en connaît pour les sociétés paléolithiques, est-ce que ça a un sens voilà, Moi, ça me semble un peu fragile. Non, mais vous avez tout à fait le droit d'émettre cette opposition. Mais je dirais que là, c'est la question même du comparatisme qui est posée. Comparatisme ethnographique, comparatisme historique. Je veux dire que c'est la question de savoir si, sur la base de certaines données, on peut encore une fois en discuter, mais enfin, je pense quand même que sur le constat naturaliste, il est difficilement contestable, y compris avec des variations de niveau. Mais ça, on peut tout à fait en discuter. Je ne vais pas monopoliser toute la journée avec ça, mais on peut tout à fait en discuter. Mais partant de ce constat, la question est de savoir si après on s'autorise à aller chercher à l'extérieur des données, encore une fois, des systèmes de référence. Ce qui n'est pas tout à fait pareil de partir de la référence ou de partir de l'ethnographie ou de l'histoire pour plaquer un modèle. Entendons-nous bien. Alors, si je peux glisser une réflexion au passage. Alors, d'abord, une excellente nouvelle. On a récupéré notre arbitre, même s'il a peut-être pas... Il n'est pas en pleine forme. Enfin, oui, il est mort au sens symbolique, mais enfin, il est quand même vivant au sens réel, ce qui nous rassure un peu. Juste, moi, pour... me glisser, comment dire, dans la conversation avec une position peut-être un peu intermédiaire par rapport à ce qu'on a entendu. Je partage un certain nombre des objections qui ont été faites au raisonnement d'Emmanuel, et puis d'abord, enfin, ça fait longtemps qu'on en discute, il le sait. Je rejoins Charles sur le fait que un apprentissage, y compris non productif, y compris très poussé, etc., moi je pense au cas des religions australiennes, ne témoigne pas en soi voilà, d'une hiérarchie, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, ce lien que lui établit, disons plus volontiers que moi, entre naturalisme et hiérarchie, voilà, peine à me convaincre. Mais d'un autre côté, à mon avis, il met quand même le doigt sur quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que ce réalisme de l'art est quand même, à ma connaissance, unique pour des chasseurs-cueilleurs. Voilà. Alors, avec ça, débrouillons-nous. Mais voilà, je ne suis pas tout à fait sûr que le raisonnement qu'il propose soit le bon, mais je pense qu'il met quand même le doigt sur quelque chose qui pose vraiment question. Même si je ne suis pas sûr qu'on arrivera à trouver la réponse, mais en tous les cas, voilà, il y a quand même quelque chose à ça. Voilà.